C'est une nuit d'avril comme les autres en Ukraine soviétique. L'air est frais, porteur de cette odeur humide de la terre qui dégèle après un long hiver continental. Dans le ciel, les étoiles brillent avec une indifférence glaciale, témoins muets de ce qui s'apprête à se dérouler sous leur regard lointain. Nous sommes le 26 avril 1986. Il est un peu plus d'1 heure du matin. À cet instant précis, le monde dort, ignorant qu'une poignée d'hommes, enfermés dans une salle sans fenêtre, manipulent des forces qui dépassent leur entendement. Des forces capables de redessiner la carte de l'Europe et d'empoisonner le sang des générations futures. Ce n'est pas une guerre qui commence. Il n'y a ni avions ennemis sur les radars, ni missiles dans les silos. La menace est invisible. Elle est inodore. Elle est silencieuse. Et elle est née d'une décision humaine. Une simple signature sur un document, un ordre aboyé dans une pièce enfumée, une hésitation fatale de quelques secondes, voilà comment l'histoire bascule. Non pas avec le fracas du tonnerre, mais avec le cliquetis discret d'un interrupteur que l'on bascule alors qu'il aurait fallu s'arrêter. Pour comprendre l'ampleur du désastre qui se prépare, il faut d'abord comprendre le silence de l'Union soviétique en cette année 1986. C'est un monde de béton et d'acier, régi par des certitudes inébranlables. Ici, le parti ne se trompe jamais. La technologie soviétique est réputée infaillible, supérieure à celle de l'Ouest décadent. Le réacteur nucléaire RBMK, fierté de l'ingénierie nationale, est présenté comme étant si sûr que l'on pourrait l'installer sur la place rouge, au cœur de Moscou, sans le moindre risque. C'est du moins ce que l'on raconte dans les manuels, ce que l'on enseigne aux jeunes ingénieurs, ce que l'on répète dans les réunions du comité. Douter, c'est trahir. Poser des questions, c'est faire preuve de faiblesse. Et à la centrale de Tchernobyl, située à quelques kilomètres de la ville modèle de Pripyat, personne ne veut paraître faible. Pripyat dort paisiblement. C'est une ville jeune, privilégiée, construite pour l'élite atomique. Les magasins y sont mieux approvisionnés qu'ailleurs. Les parcs y sont soignés. Et ses 50 000 habitants vivent avec le sentiment d'appartenir à l'avant-garde du progrès humain. Ils ne savent pas que, sous leurs pieds, le sol est déjà condamné. Ils ne savent pas que le vent qui caresse les façades des immeubles d'habitation s'apprête à devenir un souffle de mort. Tout se joue maintenant, dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4. L'ambiance y est lourde, chargée de fumée de cigarettes bon marché et de tensions électriques. Ce devait être une procédure de routine, un test de sécurité prévu depuis longtemps, destiné à vérifier si les turbines pouvaient générer assez d'électricité pour alimenter les pompes de refroidissement en cas de coupure de courant, le temps que les générateurs diesel de secours prennent le relais. Ironiquement, c'est un test conçu pour améliorer la sécurité qui va provoquer l'apocalypse. Mais le test a pris du retard, beaucoup de retard. Il devait avoir lieu le jour, avec une équipe expérimentée et reposée. Mais un appel de Kiev en le décidait autrement. Le réseau électrique avait besoin de puissance pour alimenter les usines en fin de mois, pour atteindre les quotas de production. Alors, le réacteur est resté à moitié puissance pendant des heures, une situation instable, dangereuse, que les opérateurs ignoraient être un piège mortel. L'équipe de nuit vient de prendre la relève. Ce sont des hommes jeunes, compétents, mais fatigués. Ils n'ont pas été préparés à ce test spécifique. Ils reçoivent des feuilles de papier griffonnées, des instructions raturées, et se retrouvent face à un monstre technologique capricieux qu'ils doivent dompter. Au centre de la pièce, arpentant le sol en lino avec une autorité cassante, se trouve Anatoly Dyatlov, l'ingénieur en chef adjoint. C'est un homme dur, ambitieux, pour qui les règlements de sécurité sont des suggestions flexibles plutôt que des lois absolues. Il veut que ce test soit terminé. Il veut cocher la case, signer le rapport et prouver sa valeur à Moscou. Pour lui, le réacteur est une machine comme une autre, un outil qui doit obéir. Face à lui, assis devant le pupitre de commande, il y a Leonid Toptunov, un jeune ingénieur de 25 ans à peine, dont les doigts tremblent légèrement au-dessus des boutons. À ses côtés, Alexandre Akimov, le chef de quart, un homme de procédure, consciencieux, qui sent que quelque chose ne tourne pas rond. L'atmosphère est étouffante. Les murs recouverts de panneaux métalliques vert pâle semblent se refermer sur eux. Les cadrans analogiques oscillent. Le réacteur numéro 4 n'aime pas ce qu'on lui fait subir. En raison du retard, le cœur du réacteur a accumulé du xénon, un gaz qui agit comme un frein, étouffant la réaction nucléaire. La puissance chute brutalement, bien en dessous du niveau prévu pour le test. Le réacteur s'endort, il s'éteint presque. La procédure de sécurité est formelle. Dans une telle situation, il faut tout arrêter.
Il faut abandonner le test, stabiliser la machine et attendre 24 heures. C'est ce que dit la raison, c'est ce que disent les manuels. Akimov le sait. Il regarde Dyatlov, espérant l'ordre d'abandonner. Mais Dyatlov ne recule jamais. Sa voix s'élève, tranchante, humiliante. Il ne tolère pas l'échec. Il ne tolère pas que la puissance soit tombée si bas par incompétence, selon lui. Il ordonne de remonter la puissance. Immédiatement, les opérateurs hésitent. Ils savent que c'est risqué. Ils savent que le réacteur est instable à bas régime. Mais la culture de l'obéissance est plus forte que la peur de l'atome. On ne dit pas non à un supérieur en Union soviétique, surtout pas quand une promotion ou une carrière est en jeu. Alors, les mains moites, Toptunov commence à retirer les barres de contrôle. Ces barres de bord sont les freins du réacteur. Elles absorbent les neutrons et empêchent la réaction de s'emballer. Pour compenser l'empoisonnement au xénon et forcer la puissance à remonter, il faut en retirer beaucoup, plus que ce qui est autorisé. Une à une, les barres sortent du cœur. Les graphiques sur les écrans montrent une montée lente, pénible de la puissance. Dyatlov s'impatiente. Il veut plus de puissance. Il veut atteindre les 200 MW thermiques nécessaires pour le test. Les règles de sécurité stipulent qu'il faut toujours laisser un minimum de barres dans le cœur pour garder le contrôle. Ce soir-là, ils vont bien au-delà de cette limite. Ils dépouillent le réacteur de ses défenses. Ils enlèvent les freins d'une voiture lancée à pleine vitesse sur une route verglacée et ils appuient sur l'accélérateur. Le réacteur devient une bête imprévisible. Il est dans un état que les concepteurs n'avaient même pas imaginé possible dans leur pire cauchemar. Il est 1h23. Le test commence enfin. On coupe l'alimentation des turbines. Les pompes à eau ralentissent. Moins d'eau circule dans le cœur brûlant. L'eau qui reste se met à bouillir violemment. Et c'est là que le piège se referme. C'est là que le secret d'État entre en jeu. Les ingénieurs ne le savent pas, mais ce type de réacteur possède un défaut de conception fatal, caché par les autorités. Lorsque l'eau se transforme en vapeur, la réaction nucléaire s'accélère au lieu de ralentir. C'est ce qu'on appelle un coefficient de vide positif. Plus il y a de vapeur, plus la puissance augmente. Plus la puissance augmente, plus il y a de chaleur. Plus il y a de chaleur, plus il y a de vapeur. C'est un cercle vicieux, une boucle infernale qui se déclenche en une fraction de seconde. Dans la salle de contrôle, les alarmes commencent à hurler. Pas une, mais des dizaines. Une cacophonie de lumières rouges et de sirènes stridentes qui saturent l'espace sonore. La puissance ne monte plus lentement, elle grimpe en flèche. Elle double, triple, quadruple en quelques battements de cœur. Les opérateurs fixent les cadrans avec incrédulité. Ce qu'ils voient est physiquement impossible selon leur formation. Akimov hurle l'ordre final, l'ordre de l'urgence absolue. AZ5. C'est le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton qui doit tout sauver. En l'enfonçant, toutes les barres de contrôle, y compris celles qui ont été retirées manuellement, sont censées chuter par gravité dans le cœur pour étouffer la réaction instantanément. Toptumar se précipite. Il frappe le bouton de son poing. Il pense sauver la situation. Il pense mettre fin au cauchemar. Il ne sait pas qu'il vient de signer leur arrêt de mort. Il ne sait pas qu'il vient d'appuyer sur le détonateur. Car les barres de contrôle ont elles aussi un défaut. Leur extrémité est faite de graphite, un matériau qui, au lieu de freiner la réaction, l'accélère brièvement avant de la stopper. En entrant dans le cœur surchauffé, ces pointes en graphite agissent comme une allumette jetée dans un baril de poudre. Au lieu d'éteindre le feu, elles provoquent une poussée d'énergie colossale. La puissance du réacteur saute à 30 000 MW thermiques, 10 fois sa capacité normale. Le cœur ne peut pas résister. À 1h23 et 45 secondes, la Terre tremble. Une première explosion soulève le couvercle du réacteur, une dalle de béton et d'acier pesant plus de 1000 tonnes, comme s'il s'agissait d'une simple pièce de monnaie. L'air s'engouffre dans le cœur éventré. L'hydrogène s'enflamme. Une seconde explosion, encore plus violente, déchire la nuit. Le toit du bâtiment du réacteur est pulvérisé. Des morceaux de graphite brûlant, radioactifs et mortels, sont projetés haut dans le ciel et retombent sur les toits alentours, semant des incendies invisibles. À l'intérieur de la salle de contrôle, c'est le chaos. La lumière s'éteint, remplacée par l'éclairage de secours, blafard et vacillant. La poussière tombe du plafond. Les murs ont tremblé comme lors d'un séisme majeur. Le silence revient, mais c'est un silence différent. C'est le silence de la sidération. Akimov et Toptunov sont debout, hébétés. Ils ne comprennent pas. Dans leur esprit, le réacteur est intact. Il doit l'être. Un réacteur RBMK n'explose pas, c'est impossible. C'est ce qu'on leur a toujours dit. Ils pensent qu'un réservoir d'eau a explosé, ou peut-être une turbine. Ils ne peuvent pas concevoir, ils ne peuvent pas accepter que le cœur nucléaire, cette source d'énergie sacrée, soit à ciel ouvert, crachant l'équivalent de plusieurs bombes d'Hiroshima chaque heure dans l'atmosphère. Dyatlov, le visage gris de poussière, refuse lui aussi l'évidence. Il envoie des hommes vérifier la salle du réacteur. Il les envoie vers une mort certaine, sans le savoir, ou sans vouloir le savoir.
Dehors, les pompiers de la caserne locale sont réveillés par l'alarme. Ils se préparent à aller éteindre un incendie sur le toit de la centrale. Ils enfilent leurs vestes en toile, leurs casques en plastique, sans aucune protection contre les radiations. Pour eux, c'est un feu ordinaire. Ils plaisantent, ils montent dans leur camion rouge, ils foncent vers la lueur étrange qui illumine la nuit. Une lueur qui n'est pas celle d'un feu normal, mais une sorte d'aurore boréale radioactive, un faisceau de lumière ionisée qui monte droit vers le ciel. Ils arrivent sur place, ils marchent sur des débris noirs et brillants. L'un d'eux ramasse un morceau de graphite. C'est chaud, il ne sait pas qu'il tient la mort dans sa main. Il ne sait pas que la peau de sa main va commencer à noircir et à se décoller dans quelques heures. Ils sentent un goût métallique dans leur bouche, comme s'ils suçaient une pile électrique. C'est le goût de l'iode radioactif, le goût de l'air qui a changé de nature. Mais ils continuent. Ils déroulent les lances à incendie. Ils montent sur le toit, droit vers la gueule du monstre. Ils sont les premiers héros involontaires d'une guerre qu'ils ne comprennent pas. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, la déni règne en maître. Les dosimètres, les appareils de mesure de la radiation, indiquent le maximum de leur échelle, 3,6 röntgen par heure. C'est beaucoup, mais ce n'est pas mortel. Ce qu'ils ignorent, c'est que les appareils sont saturés. La radiation réelle est de 15 000 röntgen par heure. C'est comme si l'on se tenait debout au milieu d'une explosion nucléaire au ralenti. Mais le chiffre 3,6 rassure Dyatlov. Il appelle la direction. Il dit que tout est sous contrôle. Il dit qu'il y a un incendie, mais que le réacteur est intact. Il ment. Il se ment lui-même et il ment au monde. Ce mensonge va coûter cher. Il va retarder l'évacuation. Il va exposer des milliers de personnes. Il va permettre aux nuages radioactifs de voyager librement, portés par les vents, vers la Biélorussie, vers la Suède, vers le reste de l'Europe. À Moscou, les téléphones commencent à sonner, mais personne ne veut réveiller le secrétaire général en pleine nuit pour une nouvelle non confirmée. La chaîne de commandement soviétique est lente, lourde, paranoïaque. On préfère attendre. On préfère minimiser. On préfère croire que la technologie soviétique ne peut pas faillir. Dans les couloirs de la centrale, c'est l'horreur qui commence. Des hommes vomissent, leur peau rougit instantanément, le bronzage nucléaire. Ils s'effondrent, épuisés, leurs cellules détruites de l'intérieur par le bombardement invisible des neutrons et des rayons gamma. Akimov et Toptunov, réalisant enfin que l'eau ne circule plus, décident de descendre manuellement ouvrir les vannes pour inonder le cœur. Ils s'enfoncent dans les entrailles du bâtiment inondé d'eau radioactive. Ils marchent dans l'eau jusqu'à la taille. Ils tournent les volants des vannes pendant des heures, sans protection. Ils se sacrifient pour tenter de refroidir un réacteur qui n'existe plus. C'est un acte de bravoure futile, tragique, guidé par le sens du devoir et la culpabilité. Car ils commencent à comprendre. Ils revoient les dernières minutes. Les barres retirées. L'instabilité. L'ordre de Dyatlov. Ils savent qu'ils ont commis l'irréparable. Mais ils ne fuient pas. Ils restent à leur poste jusqu'à ce que leur corps lâche. Le soleil se lève sur Pripyat. La ville s'éveille. Les enfants se préparent pour l'école. Les mères ouvrent les fenêtres pour aérer les appartements. On voit de la fumée au loin, vers la centrale. On entend des sirènes. Mais la radio locale diffuse de la musique classique légère. Rien d'anormal. Personne ne leur dit de ne pas sortir. Personne ne leur dit de fermer les fenêtres. Personne ne leur distribue de comprimés d'iode. Le marché noir bruisse de rumeurs. Mais les officiels se taisent. Les autorités locales ont peur de créer la panique. Elles ont surtout peur de déplaire à Moscou. Alors elles organisent la vie comme si de rien n'était. Des mariages sont célébrés ce samedi-là. Des matchs de football ont lieu en plein air. Les gens se promènent sur le pont qui surplombe la voie ferrée, un endroit qui offre une vue imprégnable sur la centrale en feu. Ils regardent les flammes aux couleurs étranges. Ils respirent la poussière qui tombe doucement. On appellera plus tard cet endroit le pont de la mort. Aucun de ceux qui s'y sont tenus ce matin-là ne survivra longtemps. C'est cela, la véritable tragédie de Tchernobyl dans ses premières heures. Ce n'est pas seulement l'explosion, c'est le secret. C'est la décision délibérée de maintenir la population dans l'ignorance pour protéger l'image de l'État. Chaque minute qui passe sans évacuation condamne des centaines de personnes supplémentaires au cancer, à la maladie, à la mort prématurée. L'ennemi n'est pas seulement l'atome déchaîné, c'est l'orgueil humain. C'est la bureaucratie qui refuse d'admettre ses torts. C'est un système qui valorise le secret plus que la vie humaine. Au Kremlin, la nouvelle arrive enfin, filtrée, édulcorée. On parle d'un incident, d'une fuite,
Gorbatchev est informé, mais les rapports sont rassurants. On ne parle pas de cœur fondu, on ne parle pas de catastrophe planétaire. On envoie une commission gouvernementale sur place pour évaluer la situation. À leur tête, Boris Shcherbina, un homme de l'appareil, habitué à gérer les crises industrielles. Il part en avion, pensant régler l'affaire en quelques heures. Il ne sait pas qu'il se rend sur les lieux d'une guerre qui durera des années et mobilisera des centaines de milliers d'hommes, les liquidateurs, qui donneront leur santé pour nettoyer les erreurs de quelques-uns. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans le brouillard de l'immédiat après coup. Le feu brûle. Le graphite incandescent agit comme une forge, propulsant les isotopes radioactifs dans la stratosphère. Le césium, le strontium, le plutonium s'échappent. Ils ne connaissent pas de frontières, ils ne demandent pas de passeport. Ils voyagent vers le nord, vers la Scandinavie. Bientôt, le monde entier sera. Bientôt, les détecteurs de radiation en Suède vont s'affoler et l'Occident demandera des comptes. Mais en cette matinée du 26 avril, l'Union soviétique est encore une forteresse fermée. À l'hôpital de Pripyat, les premiers pompiers arrivent. Ils sont dans un état indescriptible. Ils vomissent sans arrêt. Leur peau est gonflée. Les infirmières, dévouées mais non préparées, retirent leurs vêtements contaminés à main nue. Ces vêtements, chargés de radiation, sont jetés au sous-sol de l'hôpital. Ils y sont encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, toujours mortellement radioactifs, témoins silencieux de l'ignorance et du courage de cette nuit-là. La tragédie se déploie à plusieurs niveaux. Il y a le niveau physique, la destruction de la matière, la corruption des corps. Il y a le niveau politique, la lutte pour le contrôle de l'information. Et il y a le niveau humain, le plus poignant. C'est l'histoire de Valéry Legasov, le scientifique qui sera bientôt appelé pour tenter de comprendre l'incompréhensible. C'est l'histoire de Lyudmila Ignatenko, la femme d'un pompier, qui se précipitera à l'hôpital pour voir son mari, ignorant que sa simple présence auprès de lui met en danger l'enfant qu'elle porte. Chaque décision prise, chaque seconde perdue, amplifie le désastre. À l'aube, alors que la fumée radioactive s'élève et se mêle aux nuages, une ville entière se réveille, sans savoir qu'elle appartient déjà au passé. À Moscou, les téléphones sonnent, mais les mots restent bloqués dans la gorge des bureaucrates. Admettre l'ampleur du désastre équivaut à un suicide politique. Alors le silence s'installe, plus lourd et plus mortel que le graphite qui jonche le sol. Les habitants de Pripyat marchent sous une pluie invisible, regardant le brasier avec une curiosité innocente, ignorant que chaque seconde inhalée réduit leur existence. Dans les jours qui suivent, des milliers d'hommes, les liquidateurs, sont envoyés au front d'une guerre sans ennemi visible. Ils pellettent des débris irradiés, vêtus de protections dérisoires, sacrifiant leur santé pour contenir un monstre que l'arrogance humaine a libéré. Ils ne se battent pas pour une médaille, mais pour l'avenir de l'Europe, payant de leur vie le prix d'un système qui a privilégié le secret sur la sécurité. Le réacteur 4 n'est plus une machine, c'est une plaie béante qui refuse de cicatriser, un rappel constant que l'atome ne négocie pas avec les décrets du parti. La zone d'exclusion se fige dans le temps, un mausolée de béton et de ferraille où la nature reprend lentement ses droits sur les ruines de l'ambition soviétique. 30 kilomètres de désolation qui prouvent que le véritable danger n'était pas la fission nucléaire, mais la réaction en chaîne des mensonges, de la négligence et de la peur de dire la vérité. Tchernobyl n'est pas une fin, c'est le moment où l'humanité a compris que sa puissance dépassait sa sagesse. Le coût des mensonges se mesure toujours en vies humaines.